Quand on aborde le sujet des antagonistes de One Piece, les fans, dans 99% des cas, parleront évidemment de ceux du manga, qui sont Doflamingo, Kaido ou même Crocodile, qui ont à jamais marqué la licence. Mais on a tous tendance à oublier qu'il y en a dans les films. Car oui, depuis pas mal de temps, Oda travaille aussi sur l'ensemble de certains films. Et dans cette vidéo, on va aborder les 3 antagonistes de films les mieux écrits. On va commencer fort, très fort, par un antagoniste qui est sûrement le plus subtil de la vidéo, et aussi le plus proche de notre protagoniste. Je parle de celui qui est apparu dans le film Gold, Guild Tesoro. Quand on le voit pour la première fois, on observe un personnage extravagant et qui a le sens du spectacle. À l'image d'un Doflamingo, c'est quelqu'un qui est très joyeux et qui est calculateur, et qui, en plus de ça, pèse dans le milieu de la pègre. Et encore une fois, à l'instar de Doffy, quand Luffy mettra ses plans en danger, c'est là qu'il montrera son vrai visage, celui d'un personnage fou, meurtri par son passé, qui a fait de lui un monstre. D'ailleurs, toutes ces comparaisons avec Doflamingo ne sont pas faites au hasard, car dans le film, il y aura pas mal de liens, mais ce qui a surtout été mis en évidence, c'est le fait qu'il ait effectué énormément de business avec ce même Doflamingo. Par la suite, on aura une confrontation entre Luffy et Tesoro, qui va provoquer un électrochoc chez Gil, car de par son passé, il a l'impression de voir sa relation perdue entre Luffy et Nami. On nous la mettra en avant dans son flashback qu'il avait rencontré son âme sœur qui était une prisonnière et esclave, et qui en plus de ça, fut achetée par un dragon céleste. Cette femme, se dénommant Stella, le quitta avec le sourire, mais lui fut brisé car esclavagé à son tour par les dragons célestes. Et en s'évadant sûrement grâce à Fisher Tiger, tout comme les pirates du soleil, il remplacera son ancien tatouage par celui d'une étoile. Le parallèle entre leurs relations sera extrêmement bien mis en évidence, car quand il sera sur le point de tuer Nami, Luffy de colère arborera exactement le même visage que Tesoro face au Tenryubito. Sa vision du monde est simple à ce moment-là. Le monde lui a privé de sa vie et de son amour, et lui n'y a pas eu le droit, alors personne ne l'aura. Même si son écriture se base énormément sur le relationnel et le vécu, on a aussi de forts liens avec l'écriture même de Luffy, notamment avec Nika lui-même. Je vous avais parlé de son passé quand il était esclave, et on nous en a montré de brèves images, où comme par hasard, Tesoro était en train de prier. Et c'est Huzu qui nous préviendra que justement, les esclaves en prison priaient tous le dieu soleil. Et comme par hasard, quel mot sera mis en valeur dans son flashback? Le sourire. Les dragons célestes lui interdiront de sourire. C'est quelque chose qu'il interdira à Luffy, qui est lui-même Joy Boy. Et bien sûr, les liens ne s'arrêteront pas là, car étonnamment, je vous avais dit dans certaines vidéos que Luffy est symbolisé par le chiffre 56. Et bien par un hasard incroyable, c'est aussi le cas de Tesoro, qui avec son Goru no Mi possède aussi le chiffre 56. Dans la finalité de son personnage, on a quelqu'un qui, comme Luffy, était plein de rêves et d'ignorance du monde, et qui ne rêvait de faire sa vie qu'avec la femme qu'il aime, Stella. Malheureusement, la réalité le rattrapera, il sera traumatisé à vie par le comportement des dragons célestes. Au final, en combattant Luffy, il reverra en lui et Nami la relation qu'il avait avec Stella et son caractère qu'il possédait, voulant se prouver à lui-même que ce n'était pas de mauvais choix. Et par vision égoïste, car si lui n'y a pas eu le droit, personne ne l'aura. On continue ensuite avec le deuxième antagoniste qui est, je vous l'avoue, mon préféré de tous. Zephyr, ou plutôt connu sous le nom de Z, était apparu durant le film du même nom. Avant d'aborder son écriture, il faut dire que la manière dont on introduit cet antagoniste est assez spectaculaire, mais avant tout, symbolique. One Piece est avant tout la chanson. L'X no Sake est de fond en comble lié à l'œuvre, tout comme le trésor du One Piece lui-même est lié à cette musique. Dans le manga, Luffy chantonne, Brook chantonne. Que ça soit à Skypiea ou même à Zou, on ne peut pas faire de fête sans chanter. Mais Zephyr sera introduit, lié aussi par une musique, telle nommée le guide des océans, servant à mettre en valeur le courage et la détermination qu'il faut pour prendre la mer et toutes les bonnes choses que ça peut amener tout en nous réconfortant dans notre voyage. Et cette chanson, qui est la clé dès le début, sera liée de A à Z au film. Zephyr, qui depuis l'enfance rêve d'être un héros, grandira en passant son temps à combattre pour les faibles et à s'entraîner. Il s'enrôlera dans la marine, puis de par sa renommée et sa puissance sera enrôlé au poste d'amiral. Son titre sera désormais Zephyr au point noir, car s'il y a bien une chose qui fait sa puissance, c'est son acquis démesuré. Bien évidemment, toutes bonnes choses ont une fin, et il perdra sa femme et sa fille tuées par des pirates. À ce moment-là, il était effondré, mais pas vaincu. Même s'il ne lui restait plus rien, il voulut quand même rebâtir quelque chose de nouveau. Alors il se mit à former le plus de marines possible à sa manière. Et d'ailleurs, tous les vice-amiraux et amiraux qu'on connaît actuellement sont à 90% entraînés et issus de la formation de lui-même. C'est lui qui a bien sûr hérité totalement de sa classe est Aokiji, qui lui avait avoué qu'il avait toujours admiré. Mais là, une énième tragédie le fait revirer et fera de lui l'ennemi des pirates et de la marine. Un pirate de très grande renommée attaqua son bateau et tua quasiment l'entièreté de ses élèves. Et en plus de ça,
il lui prit un bras. Et par-dessus le marché, la marine, dans toute sa splendeur, accordera le titre de grand corsaire à celui-ci, et ce fut l'acte de trop. Z, qui avec ça a totalement perdu espoir en la justice de la marine, décida de revenir quelques années plus tard avec un équipage, celui de la Néo-Marine. En volant des bombes, il serait prêt à faire péter 3 volcans souterrains dans le Nouveau Monde, qui par leur réveil tuerait toute la population vivant là-bas. Bien sûr, en incluant surtout les pirates. J'insiste sur le fait de raconter son histoire, car on a là un personnage devenu fou, mais un personnage qui justement réfléchit. Il n'est pas là à devenir fou, perdu dans sa folie comme pourrait l'être Tesoro. Ce personnage-là réfléchit et a une justice. Et ce qui est drôle dans son personnage, c'est qu'il a été poussé à bout. Poussé à bout non pas par des pirates, mais par la justice. Ce n'est pas les pirates qui l'ont fait chavirer de l'autre côté. C'est bien la marine, la justice elle-même. La marine qui est censée représenter ce concept a totalement bafoué sa propre dignité pour favoriser son pouvoir. Lui qui a toujours voulu être un héros, qu'aurait-il pu faire d'autre si ce n'est vouloir appliquer sa propre justice? Aujourd'hui, de nouveaux marines sont prêts à continuer sa quête spirituelle et ont même réussi à abolir ce système. Mais malheureusement, n'est plus là pour le voir. Car lui qui a côtoyé Roger et Barbe Blanche a vu en Luffy le courage dont il n'a jamais pu faire preuve. On a au final 2 justices s'affrontant pour savoir qui a raison. Et à la fin, lui vieux ayant perdu contre la nouvelle génération, il fera un bien meilleur travail que lui. Il se condamna en affrontant seul la marine entière face à l'amiral Kizaru. Lui, fier de donner le test final à ceux qu'il a formés à sa propre justice, et eux, tristes de devoir passer le test final, mettre fin aux agissements de leur mentor avec tristesse, mais devant accomplir leur devoir. Si je pouvais affilier un personnage d'animé à Zephyr, ça serait sûrement le louche lampe rouge, qui dans sa finalité fait énormément penser aux actes de Zephyr, et surtout leur fin avec leur sacrifice pour laisser les autres perdurer sa justice. Dans le film, ce qui est fou, c'est que c'est sûrement l'antagoniste qui est le plus proche dans son écriture d'être un méchant de One Piece. Toute l'essence de l'œuvre y est reprise. Que ce soit le concept de justice, la remise en question, la légation de volonté à la nouvelle génération, la symbolique des musiques ou même la nuance entre le bien et le mal, tout y est. Et je peux le dire aujourd'hui, cet antagoniste qui a marqué les fans qui l'ont vu est sûrement l'un des meilleurs antagonistes de One Piece. On va finir cette vidéo en abordant le personnage d'Uta qui apparaît dans le film Red. Avant d'aborder tout ce qui implique l'écriture et le développement, on va d'abord parler du fait qu'à elle seule, elle puisse combler un trou qu'il n'y avait pas dans le personnage de Luffy. Et vous ne savez pas de quoi je parle, depuis le début de l'œuvre, Luffy veut le meilleur équipage. Des moments où il en parle, on a bien sûr le chapitre 1 où il annoncera vouloir 10 membres. Mais bien sûr, il y a des moments plus spécifiques où il donnera le rôle précis de ce qu'il voudra. Et ça, surtout au début de l'aventure, où il demandera principalement un cuisinier et un musicien. Pour le cuisinier, on sait que c'est fondamentalement grâce à son envie de manger et à son amour pour la nourriture. Mais pour le musicien, on n'a jamais su pourquoi. Et c'est une volonté qu'il répétera plusieurs fois. Aujourd'hui, on sait que c'est grâce à Uta qui, dans son enfance, a donné cet amour de la musique à Luffy. On peut dire que ce personnage n'a pas forcément une écriture de malade mental, mais a un développement qui est quand même assez poétique, qui se dégrade de plus en plus en fonction de la musique. Après ça, on a quand même son histoire qui se loge parfaitement dans les histoires tristes des personnages de One Piece. Elle est la fille adoptive de Shanks le Roux, car elle fut recueillie durant son enfance. Son île avait été totalement détruite par des pirates, qui avaient notamment tué ses parents. Le plus cocasse dans cette histoire, c'est qu'ils trouveront Uta de la même manière dont Roger a trouvé Shanks, dans un coffre. Dès ses premières phrases que je vous donne, ça indique la complexité du personnage. Ce qui a le plus sublimé sa vie dès le début sont les pirates, mais c'est aussi les pirates qui ont fait de sa vie un enfer. Dès le passage du Roux sur Fuchsia, elle rencontrera Luffy et s'en fera un ami. Après de grandes discussions de leur volonté et de leurs rêves, elle conclut une chose avec lui. Au vu de sa passion pour la musique, son rêve est de faire un concert impliquant le monde entier et de par ce fait, créer une nouvelle ère où le bonheur sera de mise. Et là, on arrive au présent. Là où Uta est en train de commencer, c'est qui est son rêve ultime. Et avant d'explorer ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce personnage, on va dire, ne brille pas par son écriture. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle en a une bonne, mais ce qui brille le plus chez elle est le développement. Le staff a décidé de lui donner un état mental tout à fait normal au début du film. Et au fur et à mesure, son état mental va se dégrader. Et chaque musique qu'elle chantera servira subtilement à expliciter son état d'esprit à l'instant T. Et comme je l'ai dit au début, est contradictoire, mais pas de manière péjorative. Son état mental sera tellement complexe qu'elle se perdra elle-même entre le bien et le mal. La première musique le démontre assez bien car le sujet est tout simplement son rêve ultime et ce qu'il symbolise. Celui d'un monde heureux, sans problème, où les gens seront libres. Ils pourront rire et réaliser leurs rêves. Et il le symbolisera par plusieurs choses. Ils sont bien sûr validés par Oda, car utilisés aussi dans le manga. On a par exemple plusieurs fois où elle montrera le chapeau de paille dessiné par Luffy, qui ressemble plus à un vase qu'autre chose, et qui est le symbole de la nouvelle ère d'Uta. Et on a plusieurs fois où elle mettra en avant son œil droit, car dans One Piece,
Cet œil représente le soleil, ce qui est tout sauf un hasard, vu que dans le film, le soleil se créera suite à sa chanson. Et elle finira sur un arc-en-ciel qui dans One Piece signifie la réalisation des rêves, comme confirmé par Miss Golden Week. Son but est clair. Dès le début, elle ne veut que rééquilibrer le monde, en faisant disparaître la pauvreté et le malheur. Tout le monde sera heureux dans son monde imaginaire, créé par son fruit du démon. La haine des pirates chez elle est simple. Ce sont eux qui ont tué ses parents et c'est l'équipage de Shanks qui l'a abandonné et qui sont des empereurs. Donc ils doivent aussi être éliminés. À l'instar de Kaido, qui rêve des mêmes choses que Luffy, mais qui aborde la question d'une manière plus extrême, Uta en fait de même. J'avais abordé précédemment la contradiction dans son esprit, et il est encore une fois vis-à-vis de sa relation avec Shanks mis en valeur, car elle le sait, que son équipage ne l'a pas vraiment trahi, ou même que ce n'est pas un équipage qui mérite de mourir, car idéologiquement, ils sont bien plus proches de la bonne conduite, tout comme les Luffy, que peuvent l'être d'autres empereurs ou d'autres pirates, ou même d'autres criminels. Pour les peuples du monde, le problème est aussi les pirates. Et elle qui dans sa musique en fait la source des problèmes, ça lui a valu le symbole de la lutte contre ceux-ci. Alors pour être à la hauteur de ses musiques, de son rêve et des gens, elle se hisse malgré son bon vouloir en tant qu'antagoniste et est celle qui déteste les pirates, même si au fond, Shanks ne lui a absolument rien fait. Et qu'elle sait ils ne sont pas tous mauvais. Les pirates comme Luffy, les pirates du Rumbar ou bien d'autres ont des idéologies très positives. Mais malheureusement, elle dérivera mentalement à cause du rôle qu'elle endosse. Mais surtout de la drogue qu'elle prendra, qui lui empêche de dormir et qui la fera mourir et chavirer à petit feu. Chaque musique et chaque couplet qu'elle fera sera de plus en plus chaotique, sera de plus en plus agressif et de plus en plus tourné non pas vers son rêve, mais son introspection intérieure. Au final, ces actes ont fait qu'elle ne luttait finalement pas pour obtenir son rêve, mais plutôt contre elle-même. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.